Nichiren quitta donc la demeure d'Onma Rokuro Shigetsura le 10 octobre 1271 et se mit en route vers le nord, escorté de samouraïs, jusqu'à Teradomari, au bord de la mer du Japon, près de l'actuelle ville de Niigata. Le voyage dura 12 jours. Cela nous amène à fin décembre selon le calendrier actuel, puisqu'à cette époque on utilisait le calendrier lunaire. Les vents qui soufflent en cette saison sur la mer du Japon sont violents et froids. La mer étant trop agitée, Nichiren resta plusieurs jours à Teradomari. Nichiren arriva à l'île de Sado le 28 octobre et, 4 jours plus tard, à Tsukahara, située vers le centre de l'île, non loin de la demeure d'Onma Shigetsura. Dans l'intervalle, les disciples laïcs envoyèrent des messagers à Nichiren. Toki Jonin était l'un d'eux. Il existe encore une lettre que Nichiren lui adressa, dans laquelle il explique que la persécution dont il a été l'objet s'était déroulée comme le Sutra du Lotus le prédisait. Nichiren prévoyait parfaitement ce qu'il attendait à Sado, mais loin de se lamenter, il exprimait toute sa fierté de vivre les phrases du Sutra. Inquiet de ses disciples emprisonnés à Kamakura, Nichiren demandait à Toki Jonin de lui faire connaître leur sort. La lettre est datée du 22 octobre. L'endroit était un cimetière désolé, incluant un tout petit sanctuaire en ruine, dont il fut décidé qu'il servirait d'abri à Nichiren. Et il fut d'abord logé dans une bâtisse délabrée, portant le nom de Samedo, où vent et neige s'engouffraient par les trous de la toiture et des murs. Dans une nouvelle lettre adressée à Toki Jonin, il écrivit « C'est clair maintenant, au cours des 2200 ans et quelques années écoulées depuis la mort du Bouddha, qui fut le premier à propager la loi mystique d'une importance unique, en commençant par ce pays ? En Inde, en Chine, au Japon et dans le monde entier, Vasubandhu et Nagarjuna l'aperçurent intérieurement, mais la gardèrent secrète car le temps n'était pas venu. Tientai et Dengyo la comprirent, mais ne parvinrent pas à la propager. Nichiren n'est-il pas celui-là même qui la propage ? La nouvelle de l'arrivée de Nichiren à l'île de Sado eut des répercussions sur les prêtres. Non seulement à Sado, mais aussi dans diverses écoles des provinces situées sur la côte de la mer du Japon. Ils savaient que Nichiren, pendant ses activités à Kamakura, avait strictement réfuté leur foi dans le Bouddha qu'ils vénéraient. Selon toute vraisemblance, les prêtres de Kamakura, qui étaient les aînés de ceux qui vivaient dans ces provinces, écrivirent des lettres afin de faire de Nichiren un objet de haine. Ils voyaient en lui un ennemi du Bouddha Amitabha et du Bouddha Dainichi, et ils pensaient que le supprimer serait une action juste. Poussés par cet étrange sens de leur mission, des centaines de prêtres de toutes les écoles convergèrent vers l'île de Sado. Ils ne se permirent pas toutefois d'attenter à la vie de Nichiren et consultèrent Onma Shigetsura. Celui-ci leur répondit « Le gouvernement m'a confié cet homme tout en sachant qu'il était d'une dimension hors du commun. Rien n'est donc plus éloigné de mes intentions que la violence. Si vous insistez, pourquoi n'engagez-vous pas avec lui un débat religieux ? » C'est ainsi qu'un débat eut lieu en janvier 1272 entre Nichiren seul d'un côté et des centaines de prêtres de l'autre. On le connaît sous le nom de débat de Tsukahara. Nichiren en parle dans Sur le comportement du Bouddha et dans d'autres écrits. Dans ce débat, Nichiren commença par exposer les doctrines des différentes écoles, Nembutsu, Zen, Shingon et Ritsu, puis il demanda aux prêtres de ces écoles de confirmer ses dires. Il réfuta alors une doctrine après l'autre, soulignant leurs contradictions et incompatibilités. Tous ces prêtres furent incapables de répondre à Nichiren.
On dit même que certains de leurs fidèles qui assistaient au débat abandonnèrent leur foi sur le champ. On suppose que le moine Abutsu ou Abutsubo, 1189-1279, et sa femme, la nonne Senichi ou Senichi Amma, sont devenus disciples de Nichiren vers la fin de l'année précédente, peu avant le débat de Tsukahara, et l'ont aidé alors que celui-ci était en exil sur l'île de Sado en lui procurant de la nourriture et en lui faisant des offrandes. D'après la tradition, le nom laïque d'Abutsubo serait Endo Tamemori. Il était intendant au service de l'empereur retiré Juntoku, banni dans l'île de Sado après les incidents de Jokyu, ou soulèvement de l'ère Jokyu, conflit qui éclata entre la cour impériale et le shogunat de Kamakura en 1221. L'empereur retiré Gotoba ainsi que 2 autres empereurs retirés tentèrent de se libérer de la domination du régent Hojo Yoshitoki. Mais les forces impériales furent vaincues et le shogunat détrôna l'empereur régnant, le remplaça par un autre et exila les empereurs retirés dans les îles lointaines. Son nom, Abutsu, était l'abréviation d'Amida Butsu. Il était un ardent croyant du Nembutsu avant de se convertir à l'enseignement de Nichiren. Lorsqu'il apprit que Nichiren Daishonin s'élevait contre le Bouddha Amitabha, qu'Abutsubo vénérait, ce dernier l'affronta dans un débat. La forte personnalité de Nichiren et sa conviction à toute épreuve amenèrent Abutsubo à rejeter sa foi et à devenir son disciple. Il convainquit aussi très vite sa femme, Senichi Amma. Le nombre d'habitants de Sado convertis par Nichiren augmentait peu à peu. Abutsubo et sa femme étaient les principaux disciples de l'île. Le propriétaire de la maison de Nichiren, bien que n'adhérant pas au bouddhisme, permit à sa femme de le pratiquer, et lui-même fut favorable à Nichiren. Serenbo fut un autre personnage important qui devint disciple de Nichiren au début de 1272, peu après le débat de Tsukahara. Né à Kyoto, mort vers 1308, il fut un moine de l'école Tendai. Et, pour une raison inconnue, il fut exilé à l'île de Sado. Il reçut de Nichiren des écrits importants indiquant que c'était un homme très érudit en matière de bouddhisme, mais de santé délicate. Il devait nourrir certains doutes concernant le Sutra du Lotus. L'héritage de la loi ultime de la vie et de la mort est le premier écrit de Nichiren à Serenbo, dans lequel il répond à ces questions. Cette lettre, datée du 11 février 1272, existe toujours. Nichiren y révèle que la loi, que le Bouddha Shakyamuni et le Bouddha Tao ont confiée au Bodhisattva Visistakaritra, c'est-à-dire Jogyo, dans la cérémonie du Sutra du Lotus, est Nammyo Renge-kyo, vie du Bouddha qui n'a ni commencement ni fin. Il identifie également la loi à la réalité ultime de la vie des hommes et enseigne que les simples mortels peuvent devenir Bouddha, car en récitant Nammyoho Renge-kyo et en croyant dans le Sutra du Lotus, ils héritent de la sagesse qui les conduit à saisir que leur propre vie est Myoho Renge-kyo. Bien que brève, cette lettre contient un message extrêmement important car elle révèle l'essence du Sutra du Lotus et le cœur du bouddhisme de Nichiren. Peu après, Nichiren en adressa une autre à Serenbo, l'illumination des plantes, écrite le 20 février 1272, qui révèle le principe d'atteinte de la bouddhéité pour les êtres non sensitifs. L'année suivante, ce prêtre érudit reçut encore la réalité ultime de tous les phénomènes. Écrit en mai 1273 à Ishinozawa, sur l'île de Sado, et l'entité de la loi merveilleuse. Après le départ de Nichiren de Sado pour le mont Minobu, Serenbo fut lui-même libéré et revint temporairement à Kyoto, d'où il était originaire. Il serait ensuite allé à Shimoyama, dans la province de Kai, près du mont Minobu, et aurait fondé le temple Onkokuji avant de s'éteindre.
Même après le débat de Tsukahara, la haine des prêtres des autres écoles pour Nichiren ne s'apaisa pas. Elle se trouva même accrue du fait que certains de leurs disciples présents au débat abandonnèrent leur foi et se convertirent à l'enseignement de Nichiren. Les prêtres comprirent qu'Honma Shigetsura n'agirait pas comme il le souhaitait et qu'il ne pourrait pas vaincre Nichiren dans un débat religieux. Ils firent donc appel à Hojo Nobutoki, personnage central des forces opposées à Nichiren dans le gouvernement. Sans l'accord du régent, il ordonna de façon non officielle que ceux qui deviendraient disciples de Nichiren parmi les habitants de Sado seraient exilés ou mis en prison. Certains furent effectivement victimes de ce décret. Les principaux écrits de Nichiren durant son exil à Sado. Traité sur l'héritage de la loi ultime de la vie et de la mort. Il est daté du 11 février 1272 et s'adresse à Serenbo. Nichiren y déclare que Nam-myoho Renge-kyo est l'héritage de la loi ultime de la vie et de la mort et que cette loi est transmise du Bouddha à tous les êtres vivants. Puis il aborde la question de savoir comment hériter la loi ultime de la vie et de la mort et la manifester en nous-mêmes. En d'autres termes, l'héritage, relation mystique entre la loi et les vies humaines, court éternellement à travers passé, présent et avenir, sans s'interrompre dans aucune vie. En termes d'espace, Nichiren proclame que l'héritage de la loi ultime coule à l'intérieur de la vie de ses disciples, moines et laïcs qui œuvrent en parfaite unité à la réalisation d'un monde paisible et au bonheur de toute l'humanité. Après avoir exposé que la loi ultime réside à l'intérieur de la vie des êtres ordinaires, Nichiren explique comment hériter de cette loi. Quel qu'il soit, l'état de vie dominant durant notre existence présente se perpétuera dans la vie prochaine. Que l'on réussisse ou non à hériter de la loi dépend entièrement de notre foi. C'est pourquoi Nichiren conclut par cet avertissement sévère, même adopter le sutra du lotus serait inutile sans l'héritage de la foi. Le traité sur l'ouverture des yeux. Pendant son exil à Sado, Nichiren eut constamment au-dessus de sa tête l'ombre menaçante de la mort, surtout à Tsukuhara. Il écrivit le traité sur l'ouverture des yeux, terminé en février 1272, il était adressé à Shijo Kingo, mais destiné à tous ses disciples. « Je voulais, écrivit-il par la suite, consigner la merveille que j'avais vécue au cas où j'aurais été décapité. » La vie de Nichiren sur la sinistre île de Sado fut chargée d'épreuves. Sa hutte était ouverte au vent et à la neige, et lui-même manquait de nourriture, de vêtements et de matériel pour écrire. En plus de sa souffrance physique, il s'inquiétait de voir bon nombre de ses disciples de Kamakura abandonner leur foi. Vivant constamment à l'ombre de la mort, Nichiren écrivit ce traité pour encourager ses disciples, comme s'il s'agissait de ses dernières volontés. Vers l'époque à laquelle Nichiren acheva de rédiger le traité sur l'ouverture des yeux, des conflits internes éclatèrent à Kamakura et à Kyoto. Hojo Tokisuke, demi-frère du régent Hojo Tokimune, fomenta une révolte contre le gouvernement, mais la conspiration fut découverte et le gouvernement intervint, empêchant la rébellion. Les premiers, Nagoe Tokiaki et Nagoe Noritoki, ayant participé à la conspiration, furent tués le 11 février 1272. 4 jours plus tard, Hojo Tokisuke fut exécuté. C'est ainsi que les troubles cessèrent. Cet événement provoqua une émotion extrême dans toute la nation qui se trouvait également menacée de l'extérieur par les forces d'invasion mongoles. En même temps, cette révolte confirmait l'exactitude de la mise en garde contre les conflits internes que Nichiren avait faite 12 ans auparavant dans le traité sur l'établissement de l'enseignement correct pour la paix dans le pays. Il est probable que la justesse de l'avertissement poussa Hojo Tokimune à reconsidérer les mesures qu'il avait prises contre Nichiren. Honma Shigetsura en vint également à respecter le pouvoir mystique de Nichiren. Celui-ci avait dit à l'époque du débat de Tsukahara qu'il devait aller à Kamakura car une guerre civile allait y éclater. Shigetsura n'avait pas compris la remarque de Nichiren jusqu'à ce que le conflit ait lieu.
Selon toute vraisemblance, ce fut au changement d'attitude de ces personnes que Nichiren dut d'être transféré de Tsukahara à Ishinozawa en avril 1272 et temporairement autorisé à vivre dans une maison comme tout le monde. Le titre du traité sur l'ouverture des yeux indique qu'il s'agit de permettre aux êtres humains de voir la vérité, c'est-à-dire de les libérer de leurs illusions et de leurs opinions erronées pour qu'ils s'éveillent et s'ouvrent à l'enseignement correct et à celui qui l'enseigne. Ce traité est l'un des 5 principaux écrits de Nichiren, où il énonce les 3 figures que tous les êtres devraient respecter, le souverain, le maître et le parent. Les 3 vertus de souverain, de maître et de parent servent à qualifier un Bouddha. La vertu de souverain est le pouvoir de protéger tous les êtres vivants. La vertu de maître est la sagesse de mener tous les êtres à l'illumination. Et la vertu de parent désigne la compassion pour les nourrir et les soutenir. Il conclut que le Bouddha de la dernière période de la loi, celui qui possède les 3 vertus de souverain, maître et parent pour l'humanité, est Nichiren lui-même. Dans ce traité, il attribue les désastres qui ravagent le Japon à la confusion au sein du bouddhisme et à l'incapacité des souverains et de leurs sujets de reconnaître la suprématie du Sutra du Lotus. Il révèle que, caché dans les profondeurs du chapitre Durée de la vie de l'enseignement essentiel du Sutra du Lotus, se trouve la doctrine des 3000 mondes en un instant de vie. Pour Nichiren, seule la révélation du bouddhisme véritable permettra de sauver le pays et son peuple. Nichiren cite les chapitres Surgir de terre et La durée de la vie de l'ainsi venu du Sutra du Lotus, où Shakyamuni révèle son identité de Bouddha du temps sans commencement et que tous les autres Bouddhas ne sont que des émanations de lui-même. Nichiren conclut par analogie qu'il est lui-même le Bouddha de l'époque de la fin de la loi. Il clarifie du point de vue de la personne l'objet de vénération, puisque ce traité laisse entendre que Nichiren est le Bouddha appelé à établir l'objet de vénération afin que toute l'humanité parvienne à la bouddhéité. L'objet de vénération incarne l'éveil de Nichiren à Nam-myoho Renge-kyo, loi implicite ancrée dans les profondeurs du Sutra du Lotus. Nichiren enseigne directement cette loi, cause originelle pour l'atteinte de la bouddhéité, et son bouddhisme est appelé le bouddhisme de l'ensemencement parce qu'il plante cette graine de l'illumination dans la vie de ceux qui le pratiquent. D'où l'affirmation que Nichiren possède les vertus de souverain, de maître et de parent pour l'ensemble de l'humanité. Il révèle également qu'il est question dans le Sutra du Lotus des 3 puissants ennemis, ainsi que des calomniateurs et de l'hostilité qui se manifesteront à l'encontre de ce sutra et de son pratiquant. Toutes les difficultés rencontrées par Nichiren lui-même étaient donc prédites dans le Sutra du Lotus. En tant que pratiquant du Sutra du Lotus, il fait le vœu de risquer sa vie pour sauver tous les êtres. Puis il assure ses disciples qu'ils atteindront à coup sûr la bouddhéité s'ils ne se laissent pas dominer par le doute, même quand les difficultés s'abattent sur eux. Dans la partie finale de ce traité, Nichiren explique qu'il existe 2 façons de propager le Sutra du Lotus. Le shoju, ou la propagation douce, et le shakubuku, la réfutation stricte. Nichiren déclare qu'il faudrait se servir des 2 méthodes parce qu'il existe 2 sortes de pays, ceux où les êtres humains ignorent l'enseignement bouddhique correct et ceux où ils le calomnient délibérément. Le Japon, pays calomniateur de l'enseignement correct, exige donc la méthode de shakubuku. Puis il conclut qu'ôter la souffrance et procurer de la joie aux êtres ordinaires correspond à l'enseignement du Bouddha. Nichiren s'est consacré à réfuter et à déraciner les causes du malheur. Pour lui, l'exil à Sado n'était qu'une petite souffrance en cette vie. En fait, il éprouve une grande joie parce qu'il a totalement confiance dans les résultats qui apparaîtront à l'avenir. Ce traité est considéré comme le plus important avec le traité sur l'objet de vénération pour observer l'esprit. L'illumination des plantes. La lettre est écrite le 20 février 1272, elle révèle le principe d'atteinte de la bouddhéité pour les êtres non sensitifs. Nichiren Daishonin y explique que des éléments sensitifs et non sensitifs existent à l'intérieur de notre corps et que selon la doctrine des 3000 mondes en un instant de vie de Tiantai, les 3 domaines de l'existence, les mondes des 5 composants, des êtres vivants et de l'environnement, englobent les mondes des êtres sensitifs et non sensitifs qui existent à travers nos propres vies. Le principe de l'illumination des plantes est un aspect essentiel de la doctrine des 3000 mondes en un instant de vie, puisqu'il fournit à Nichiren Daishonin une base théorique pour établir un mandala réalisé sur bois ou sur papier comme objet de vénération de son enseignement. La lettre de Sado.
Le 20 mars 1272, à Ishinozawa, Nichiren écrivit à ses disciples une lettre relativement brève, la lettre de Sado, adressée à Toki Jonin et à d'autres fervents disciples, dans laquelle il récapitulait l'essence du traité précédent. Nichiren est le pilier, vertu de souverain, le soleil, la lune, le miroir, vertu de maître, du clan dirigeant de Kanto, gouvernement de Kamakura. Nichiren est le père et la mère, vertu de parents, du clan dirigeant. Nichiren adressa le traité sur l'ouverture des yeux à ses disciples. Et, bien qu'il soit principalement une description de cette révélation, la lettre de Sado vise également à enseigner l'attitude fondamentale envers la foi, des religieux comme des laïcs. Nichiren Daishonin souligne que la clé de la bouddhéité est de consacrer totalement sa vie, son plus précieux trésor, à la cause du bouddhisme. Il nous exhorte à ne jamais faiblir face aux persécutions et affirme que cette attitude inébranlable est vitale car les persécutions résultent du karma et que l'on peut déraciner son karma en étant persécuté pour le bouddhisme. À travers cette lettre, Nichiren montre à ses disciples ce que veut dire une croyance inébranlable en leur enseignant l'attitude fondamentale à avoir envers la foi. Certains avaient abandonné leur foi en voyant les grandes difficultés de Nichiren, telles la persécution de Tatsunokuchi, l'exil à Sado et les ennuis qu'eux-mêmes avaient avec le gouvernement. Nichiren y déclare que la seule façon d'atteindre la bouddhéité consiste à faire le vœu d'offrir notre vie, notre bien le plus précieux, à la loi bouddhique. Il y donne une explication élaborée du karma et déclare que ces difficultés présentes sont dues à des calomnies à l'encontre du Sutra du Lotus dans une existence passée. Il dit également que la méthode de propagation appelée Shakubuku correspond à notre époque et qu'il convient donc de la mettre en pratique pour atteindre la bouddhéité. Nichiren s'y présente alors comme le pilier, le soleil, la lune, le miroir et les yeux, ainsi que le parent du pays. Ce sont là les qualités symboliques du Bouddha de l'époque de la fin de la loi qui possèdent dans leur intégralité les trois vertus de parent, maître et souverain. Il indique à ses disciples avec quel état d'esprit et comment ils doivent pratiquer pour changer leur karma. Il ajoute que ceux qui essaient de propager l'enseignement bouddhique correct avec vigueur seront invariablement confrontés à des oppositions et que ces oppositions leur offrent l'occasion de changer leur karma. En revanche, il prévient que ceux qui ont abandonné leur foi pour tomber dans la critique en subiront de très lourdes conséquences. Ce traité est considéré comme le plus important avec le traité sur l'objet de vénération pour observer l'esprit. Les messagers, même naissance et même nom. Shijo Kingo fit le chemin depuis Kamakura pour rendre visite à Nichiren en avril 1272. Ce dernier écrivit une lettre, les messagers même naissance et même nom, qu'il confia à Shijo Kingo pour son épouse Nishigen Nyo, dans laquelle il fit l'éloge de la sincérité et de la pureté qui animait Nishigen Nyo, la femme de Shijo Kingo, pour envoyer son mari faire le long voyage jusqu'à Sado. Les écrits de Nichiren de cette époque se caractérisent par une réfutation sévère de l'école Shingon. Dans une lettre adressée à Shijo Kingo en mai 1272, Nichiren Daishonin développait le principe selon lequel les troubles mènent à la bouddhéité et concluait que la véritable explication de ce principe se trouvait dans le Sutra du Lotus. Le même mois, le 5 mai 1272, Nichiren écrivit « Les erreurs des écoles Shingon et autres ». La lettre est adressée à Toki Jonin et aux autres disciples de la province de Shimosa. Nichiren y explique le sens de son exil, prédit dans son traité sur l'établissement de l'enseignement correct pour la paix dans le pays, afin d'empêcher ses partisans de demander au gouvernement de le gracier. Il y aborde ensuite les erreurs des différentes écoles du bouddhisme au Japon, en citant de nombreux passages du Sutra du Lotus. En juillet 1272, Nichiren écrit la réfutation de l'école Shingon, adressé à Samibo Nishigyo. Nichiren s'efforce d'y clarifier les principes bouddhistes et cite des exemples concrets montrant que l'école Shingon constitue un enseignement qui cause de la souffrance au peuple et qu'elle finira par entraîner la ruine de la nation. Il y réfute l'affirmation de l'école Shingon selon laquelle le Sutra du Lotus constitue un enseignement exotérique inférieur et y cite les principales erreurs de cette école. Le traité sur l'objet de vénération pour observer l'esprit. On pense que les réfutations précédemment citées préparaient la rédaction du traité sur l'objet de vénération pour observer l'esprit.
qui fut achevé le 25 avril de l'année suivante, 1273, à Ishinozawa, et s'adressait à Toki Jonin. Il était indispensable que Nichiren définisse les erreurs de l'école Shingon avant de commencer à écrire l'objet de culte, car cette école l'avait précédé et avait déjà inscrit la loi sur un mandala. Le titre japonais, Kanjin no Honzon-sho, signifie littéralement « écrit sur l'objet de culte pour l'introspection ». Il s'ouvre sur une citation du 5e volume du Mo Chekuan, Makashikan, du grand maître Tiantai, qui explique Ichinen Sanzen, c'est-à-dire 3000 mondes en un instant de vie. D'un point de vue théorique, Nichiren prouva dans l'objet de vénération pour observer l'esprit le bien fondé du Gonzon du point de vue du bouddhisme. Dans les lettres adressées aux disciples qui avaient reçu le Gonzon, Nichiren enseignait d'une façon concrète et simple la relation entre le Gonzon et sa propre vie et l'attitude de foi à avoir envers ce Gonzon. Ce traité clarifie donc, du point de vue de la loi, l'objet de vénération qui permet à tous les êtres humains d'atteindre la bouddhéité dans les derniers jours de la loi, Mappo. Nichiren y déclare que pour la première fois dans toute l'histoire du bouddhisme, il a inscrit le véritable objet de culte, ou Gohonzon, objet de vénération de l'époque de la fin de la loi, concrétisant la loi de Nam-myoho Renge-kyo. Foi et pratique fondées sur le Gohonzon permettent à tous de percevoir la nature de Bouddha dans leur propre vie et d'atteindre la bouddhéité. Il écrit « Les pratiquants de Shakyamuni et les vertus qu'il atteignit par elles sont toutes contenues dans cette formule unique Myoho Renge-kyo. Si nous croyons en cette formule, nous serons naturellement dotés des mêmes bienfaits que les siens. » 4 éléments importants sont contenus dans le titre complet de cette œuvre. Ce sont le moment, l'enseignement du Bouddha, la capacité des gens et la loi. En ce qui concerne le moment, un Bouddha apparaît en fonction du profond désir des gens de le voir. En calligraphiant le Gohonzon, prenant en compte la capacité des gens, Nichiren a dépeint l'essence du Sutra du Lotus, ou la loi qu'il a perçue. Le traité sur l'objet de vénération pour observer l'esprit peut être divisé en 4 parties. La première explique la doctrine des 3000 mondes en un instant de vie. La deuxième partie parle du sens de l'observation de l'esprit pour percevoir la totalité des 3000 mondes en un instant dans notre propre vie. La troisième partie décrit le Gohonzon, objet de vénération, en classant l'ensemble des enseignements bouddhiques en 3 catégories, la préparation, la révélation et la transmission. La quatrième partie est la conclusion du traité. Il y est déclaré que le Bouddha éternel qui apparaît à l'époque de la fin de la loi établira le Gohonzon de Nam-myoho Renge-kyo, par profonde compassion pour les gens de cette époque qui ignorent le principe des 3000 mondes en un instant de vie. La lettre d'accompagnement indique que, parce qu'elle révèle l'enseignement ultime de Nichiren, il ne faut la montrer qu'à ceux qui ont une foi résolue. Le traité sur la réalité ultime de tous les phénomènes. Il a été écrit en mai 1273 à Ishinozawa, sur l'île de Sado, et est adressé à Serenbo. Non seulement il résume le contenu de l'objet de vénération pour observer l'esprit, mais il révèle aussi l'esprit fondamental de la pratique du bouddhisme. Croyez dans le Gohonzon, le suprême objet de culte du monde. Forgez-vous une foi solide et recevez la protection de Shakyamuni, de Tao et de tous les autres Bouddhas. Faites tous les efforts dans les 2 voies de la pratique et de l'étude. Sans pratique ni étude, il ne peut y avoir de bouddhisme. Vous ne devez pas seulement persévérer vous-même, vous devez aussi enseigner aux autres. La pratique et l'étude sont toutes 2 issues de la foi. Enseignez aux autres du mieux que vous le pouvez, même une seule phrase. Le même mois, Nichiren Daishonin adressa une lettre à Gijobo, son aîné du temple Seishoji, lorsqu'il étudiait le bouddhisme dans son enfance. Dans cette lettre, il affirmait que, de tous les chapitres du Sutra du Lotus, le chapitre Durée de la vie était pour lui d'une importance particulière. Il en citait ce passage. Aspirant uniquement à voir le Bouddha, ils sont prêts pour cela à donner leur vie. Cette citation amena Nichiren à faire la révélation suivante. Nichiren dépend de cette citation pour révéler la bouddhéité qui existe dans sa vie, car elle affirme les 3 grandes lois ésotériques comme actualisation d'Ichinen Sanzen contenues dans le cœur du chapitre Durée de la vie. Cette révélation vient confirmer que Nichiren savait qu'il était lui-même Bouddha et qu'il manifestait la bouddhéité existant en lui dans les 3 grandes lois ésotériques, concrétisation d'Ichinen Sanzen.
Notons que, dans ce passage, Nichiren emploie pour la première fois l'expression « trois grandes lois ésotériques ». Mais puisqu'il les mentionne, on peut penser qu'il les avait clarifiées au préalable, oralement ou dans des écrits que nous n'avons plus. Nichiren écrivit d'autres lettres importantes en mai 1273. L'une d'elles sur la pratique telle que le Bouddha l'enseigne, adressée à tous ses disciples et dont le titre contient 2 points importants. L'une est que Nichiren vécut en accord avec les enseignements de Shakyamuni et accomplit toutes les prophéties du Sutra du Lotus. L'autre est qu'il incombe aux disciples de Nichiren de cette époque de la fin de la loi d'incarner et d'accomplir ses enseignements. Cette lettre affirmait que le fait de réfuter et de convertir ceux qui se fondaient sur d'autres sutras avec une foi inébranlable dans le Sutra du Lotus était en parfait accord avec l'enseignement du Bouddha. Elle affirmait également que ceux qui pratiquent le Sutra du Lotus sont en accord parfait avec les enseignements du Bouddha et sont inévitablement confrontés aux 3 puissants ennemis dont l'apparition était prédite dans le chapitre « Exhortation à la persévérance ». En d'autres termes, ce n'est qu'en affrontant et en surmontant de grands obstacles pour défendre les enseignements du Bouddha que l'on se révèle un vrai pratiquant. Fondamentalement, cela consiste à établir clairement, en toute honnêteté, quel est l'enseignement bouddhique essentiel et à le transmettre généreusement aux autres. Sur les prophéties du Bouddha concernant l'avenir est un autre écrit important, écrit en mai 1273 et adressé à l'ensemble des disciples, qui traite de l'apparition dans la dernière période de la loi du véritable bouddhisme, exactement comme le Bouddha Shakyamuni l'avait prédit. Il exprime à nouveau la conviction de Nichiren que son bouddhisme, parfaitement conforme aux prédictions de Shakyamuni, ne manquera pas de se répandre dans le monde entier. Cette lettre peut se diviser en 7 parties en fonction de son contenu. Premièrement, Nichiren relate que c'est un plus grand bienfait de naître à l'époque de la fin de la loi en ayant foi dans le Sutra du Lotus que d'avoir rencontré le Bouddha Shakyamuni ou les grands sages apparus dans les époques de la loi correcte et de la loi formelle. Deuxièmement, il cite des déclarations et des prophéties de Shakyamuni et d'autres maîtres bouddhistes concernant l'époque de la fin de la loi, la grandeur du Sutra du Lotus et les persécutions qui s'abattront à coup sûr sur son pratiquant. Troisièmement, il souligne le déclin des enseignements de Shakyamuni et proclame que l'enseignement correct du véhicule unique se propagera dans le monde entier à l'époque de la fin de la loi. Quatrièmement, il se présente comme le pratiquant du Sutra du Lotus. Cinquièmement, il montre que la loi du Bouddha n'est plus présente en Inde ni en Chine et que l'enseignement essentiel apparaîtra à l'Est, au Japon. Sixièmement, il développe ses prophéties en comparant les présages apparus à son époque à ceux qui étaient apparus au temps de Shakyamuni. Septièmement, il déclare que la loi suprême est en train d'apparaître et prévient ses disciples qu'il sera difficile de la propager. Plus tard, dans une lettre adressée à Toki Jonin en juillet 1273 et dans une autre à Akiri Sanenaga, le mois suivant, Nichiren dit être confiant dans la supériorité de ses enseignements sur ceux de Tientai et de Dengyo. Comme preuve de cette confiance, Nichiren semble avoir inscrit à cette époque des Gohonzon pour ses plus fidèles disciples. Toutefois, il avait déjà commencé à en inscrire l'année précédente. On connaît ces Gohonzon sous le nom de Gohonzon de réceptivité et de connexité spécifique, car ils sont antérieurs au Dai-Gonzon, le Gonzon inscrit sur bois, enchâssé au Taisekiji, école Nichiren Shoshu. Ils existent toujours et l'on peut voir que leur inscription est très simple. Cependant, Nam-myoho Renge-kyo et Nichiren, au centre de chaque mandala, contenaient tout l'essentiel et il importait peu qu'y figurent ou non les personnages représentant les 10 états. Dans une lettre à Shijo Kingo, d'août 1273, il écrivit « Nam-myoho Renge-kyo est semblable au rugissement du lion. Quelle maladie peut donc constituer un obstacle ? Il est écrit que ceux qui adhèrent au Daimoku du Sutra du Lotus seront protégés par Kishimojin et ses 10 filles. Ils auront la joie d'Eizen et la bonne fortune de Bishamon. Où que votre fille s'ébatte ou joue, aucun mal ne lui arrivera. Elle sera sans crainte comme le roi lion. » Nichiren soulignait ensuite que, de la même façon qu'une épée serait inutile sans le courage et la force de celui qui la manierait, de même on pouvait tirer sa force du Gohonzon selon sa foi courageuse. Il révélait enfin que le Gohonzon était la vie de Nichiren lui-même. Moi, Nichiren, ai inscrit ma vie à l'encre soumise. Aussi croyez en ce Gohonzon de tout votre cœur. C'est ce qu'on appelle l'identité de la personne et de la loi, Nimpo Ika.
Ce principe explique que l'objet de culte défini du point de vue de la personne dans le traité sur l'ouverture des yeux est identique à l'objet de culte défini du point de vue de la loi dans l'objet de vénération pour observer l'esprit. Ce qui concrétise cette identité est le Gonzon. Le traité sur l'entité de la loi merveilleuse, écrit peu après à Ichinozawa sur l'île de Sado en 1273, fut adressé à Serenbo. Il compte aussi parmi les importants écrits de 1273. Il révèle ceci. En théorie, Myoho-Renge-kyo est l'essence de chaque être humain vivant dans les 10 états, alors qu'en pratique, Myoho-Renge-kyo n'est l'essence que de ceux qui récitent Nam-Myoho-Renge-kyo avec une croyance unique dans le Sutra du Lotus. Puis Nichiren ajoute que le Bouddha fondamental réalisa Myoho-Renge-kyo lors du temps sans commencement ni fin, Kuon-Gonjo, et que toutes les sortes de bouddhisme ont été enseignées uniquement comme des moyens de faire comprendre Myoho-Renge-kyo aux hommes. Il affirme par ailleurs que la loi, qui a été transmise aux bodhisattvas sortis de la terre pour qu'ils la propagent dans le monde entier dans la dernière période de la loi, n'est rien d'autre que Nam-Myoho-Renge-kyo. Nichiren confirme que les grands maîtres Nanyue et Tientai ainsi que Dengyo au Japon percevaient Myoho-Renge-kyo et il cite des passages de leur journal pour le prouver. Il explique enfin que c'est parce que Nam-Myoho-Renge-kyo est la loi qui doit être propagée dans la dernière période de la loi que ces maîtres ne l'enseignent pas. L'année 1273 s'acheva tandis que Nichiren se consacrait à encourager ses disciples à Sado et ceux qui venaient de loin lui rendre visite. Le 8 mars 1274, un messager vint de Kamakura, porteur d'un décret qui graciait Nichiren. On peut s'interroger longuement sur les raisons qui amenèrent le gouvernement à gracier Nichiren, mais 2 raisons au moins sont très probables. D'une part, la rébellion d'Hojo Tokisuke avait éclaté l'année précédente, exactement comme Nichiren l'avait prédit. D'autre part, en mars de la même année, un messager mongol était venu encore une fois au Japon, aggravant le sentiment de crise. Selon toute vraisemblance, le gouvernement avait l'intention d'écouter les prédictions de Nichiren sur l'attaque des forces mongoles et, en même temps, de lui demander de prier. Nous le savons d'après les questions qu'Enno Saemon posa à Nichiren lorsqu'il revint à Kamakura.